Je remercie l'Académie des sciences pour m'avoir choisi pour assurer un de ces rendez-vous réguliers que sont les 5 à 7, titre tout à fait bien choisi. Je suis très heureux de l'auditoire que vous représentez et que je vais essayer de ne point décevoir sur un sujet qui est un des domaines, avec probablement la cosmologie et la matière noire, mais aussi aujourd'hui les ondes gravitationnelles, un des 3 grands domaines de progrès et de champs de découverte extraordinaires de l'astrophysique telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors évidemment, je suis déjà un ancien retraité, donc je ne suis pas forcément à jour, et comme nous séparons notre échange en 2, 3/4 d'heure de présentation où je serai loin évidemment d'épuiser le sujet, puis une bonne heure d'échange et de questions. Beaucoup de points qui ne seront pas traités dans la première partie pourront l'être en fonction de vos questions. Je ne vais pas parler, Sébastien, et tu m'en excuseras, de la main à la pâte, puisqu'elle n'est pour l'instant que sur une des 3500 et quelques planètes que nous connaissons, la Terre. Les autres, ils y viendront certainement. Mais restons sur le titre de cet exposé, Exoplanètes, autre monde, autre Terre. Alors, vous voyez que j'ai pris, peut-être on pourrait baisser un petit peu le niveau, voilà. Vous voyez que j'ai pris ce tableau de Gauguin, que j'aime beaucoup, parce que Gauguin lui a donné un titre, D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et c'est intéressant parce que c'est exactement la problématique des exoplanètes. Et nous allons voir ce qu'est une exoplanète, ou plutôt ce qu'est l'extraordinaire diversité de ce monde nouveau, découvert il y a bien peu de temps. Mais pour commencer, il faut dire quelques mots rapides du système solaire, le nôtre, et la question de son unicité dans l'univers a été posée depuis très longtemps, avec des points de vue qui étaient les uns et les autres assez arbitraires, puisqu'ils n'étaient fondés sur aucune observation, des points de vue qui pouvaient être opposés entre nous sommes uniques et nous sommes partout. Par exemple, Lucrèce, le 1er siècle avant notre ère, écrit « Alors que l'espace infini est ouvert de tous les côtés, on ne peut en aucun cas penser que ce seul globe de la Terre et ce ciel ont été les seuls à se produire, surtout quand ce monde a été fait par des causes simplement naturelles et sans but. » Vous voyez qu'il n'était pas intelligent design. Pour cette raison, il vous incombe irrésistiblement d'admettre qu'il existe, comme dans le présent monde, d'autres combinaisons de matière dans d'autres endroits que contient l'éther dans son immense étreinte. La proposition de Lucrèce est restée sans réponse pendant 21 siècles. Et pendant toute cette période, on a rêvé. Par exemple, Fontenelle, qui faisait lui aussi des entretiens, peut-être de 5 à 7, à une marquise, en 1724, publie l'entretien sur la pluralité du monde, et ça se déroule en 6 soirs, et le titre du 5e soir est le suivant, « Que les étoiles fixes sont autant de soleils dont chacun éclaire un monde ». Vous savez bien que les étoiles et le soleil appartenaient à la même catégorie, et on appelle donc monde, pour Lucrèce comme pour Fontenelle, ces objets qui n'émettent pas de lumière par eux-mêmes, qui sont les planètes, et que les Grecs avaient été les premiers à identifier et à baptiser du nom d'astre errant, planétès, planète devenue planète. Alors, bien entendu, après, autour de Fontenelle, toutes sortes de rêves d'exploration de l'espace, des États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, et bien d'autres. Aujourd'hui, nous connaissons bien notre système solaire. Nous savons qu'il a ces 8 planètes principales, puisque le couple Pluton-Charon a été exclu et rangé dans une nouvelle catégorie, qui est d'ailleurs proliférante aujourd'hui, de planètes naines.
nous les connaissons bien, nous en connaissons la taille, la distance, et avec les quelques décennies d'exploration spatiale qui nous précèdent, une moisson extraordinaire d'informations que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui nous sert de base pour soit comprendre, soit contester, soit nous interroger sur les découvertes des autres systèmes solaires. On pourrait faire un long exposé sur le système solaire, bien entendu, et ses planètes. J'ai choisi une ou deux images pour simplement illustrer la diversité qu'il a révélée. Vous avez ici à la fois l'anneau de Saturne vu par la tranche. Vous voyez qu'il est extraordinairement mince. C'est une image de la sonde Cassini. Et une tempête absolument gigantesque dans l'hémisphère nord de Saturne qui se développe sur pratiquement la moitié ou une fraction importante de la circonférence de la planète. Un autre progrès récent, mais qui nous apprend beaucoup pour comprendre ce qui se passe autour d'autres étoiles que le Soleil, c'est celui de l'exploration au-delà de ces 8 planètes. Alors, vous retrouvez ici des zooms successifs, ou plutôt des dézooms, hein, c'est-à-dire qu'on va vers des échelles de plus en plus grandes. Vous voyez en haut à gauche le système des astéroïdes jusqu'à l'orbite de Jupiter. Celle-ci s'inscrit dans une dimension plus grande qu'on appelle le système solaire extérieur, qui comprend cette fois l'orbite de Pluton, avec une image de Pluton qui a été révélée par la mission qui est allée le photographier il y a 2 ans. Et puis, on voit poindre en haut à droite une nouvelle planète ou un de ces objets plus petit que nos 8 planètes, qui s'appelle Sedna, et dont l'orbite est très intéressante parce que vous la voyez en bas à droite, contrairement aux planètes canoniques du système solaire, Sedna a une orbite extrêmement elliptique et nous allons retrouver cette variation d'ellipticité tout à l'heure. Et puis, nous avons ce grand nuage qui s'appelle le nuage d'Oort, en bas à gauche, et qui, lui, est la source de toutes les comètes qui elles-mêmes ont des orbites très elliptiques, qui sont formées dans le nuage d'Oort et qui de temps en temps se rapprochent du Soleil et deviennent à ce moment-là plus facilement observables depuis la Terre. Donc en fait, un système planétaire tel que le nôtre a des échelles très différentes et des compositions très différentes. Oui, ça peut être des gros objets gazeux comme Jupiter ou Saturne, des petits objets solides qu'on appelle telluriques comme la Terre, Mars ou Vénus ou Mercure, des objets beaucoup plus petits qui sont les météorites, qui sont des roches, qui peuvent ou non venir soit de fragmentation par collision d'objets plus importants au cours de la longue histoire du système solaire, à peu près 5 milliards d'années, ou qui peuvent venir simplement comme résidus de ce système solaire primitif, des objets en orbite circulaire, d'autres objets en orbite très allongée. Et puis, si on regarde chacun des objets de plus près, on va voir des compositions différentes, avec des températures évidemment différentes, puisque les distances au Soleil sont différentes. Voilà. On a entendu beaucoup parler d'une 9e planète X, appelée X, elle n'a pas de nom pour le moment, qui serait de la classe de Neptune, donc gazeuse, relativement importante en taille, qui aurait été découverte indirectement en 2016 en observant que dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire l'environnement, vous le voyez en haut à droite, l'environnement externe des orbites des 8 planètes, ceinture qui contient beaucoup d'objets, beaucoup de comètes en particulier, en remarquant que ces objets, dans cette ceinture, Kuiper était un grand astronome du système solaire qui a vécu hollandais, mais qui a vécu aux États-Unis pendant une grande partie de sa vie, qui a beaucoup contribué à montrer l'intérêt pour des missions spatiales de la NASA d'explorer le système planétaire. Et dans cette ceinture de Kuiper, on constate que beaucoup d'orbites ont des directions préférentielles. Au lieu d'être réparties au hasard, comme on s'y attendrait, eh bien, elles ont toutes
une certaine familiarité de direction de grand axe de l'ellipse, et on a pu montrer par simulation numérique, un de nos confrères, Jacques Lascar, très actif sur ce sujet en particulier, que cela pourrait être expliqué par la présence d'un seul objet massif. Alors, ce n'est pas la première fois en astronomie que ce type d'inférence indirecte, vous savez que l'astronome Le Verrier, au milieu du XIXe siècle, a découvert l'existence de la planète Neptune par inférence des perturbations gravitationnelles que cette planète produisait sur l'orbite d'Uranus. Uranus n'était jamais à la place exactement qu'il aurait si seule l'action gravitationnelle du Soleil, complétée de celle de Jupiter et de Saturne, lui assignerait. Le petit résidu de perturbation ne pouvait être assigné qu'à une planète à laquelle Le Verrier a assigné une masse et une position dans le ciel, et l'astronome Gall de Berlin a fait l'observation et il a trouvé Neptune ainsi baptisé. Voilà. Mais assez pour le système solaire et les questions qu'on s'est posées donc pendant plus de 2000 ans, à savoir, y en a-t-il d'autres? Et la réponse est restée un point d'interrogation jusqu'il y a exactement 22 ans. Et ce fut l'ouverture de cet immense champ qu'on appelle aujourd'hui l'étude des exoplanètes. On a un peu hésité dans la sémantique entre planètes extrasolaires et puis exoplanètes. De même en anglais, extrasolar planets ou bien exoplanets. Et je crois que c'est le dernier terme, exoplanète, qui finalement aujourd'hui l'emporte. Donc c'est celui que je vais utiliser. Donc, en 1995, deux astronomes suisses, Michel Mayor et un jeune étudiant, Didier Queloz, de l'Observatoire de Genève, utilisant l'Observatoire de Saint-Michel de Haute-Provence, un télescope de 1,52 m, sur lequel ils ont installé un spectrographe aux performances suisses, donc absolument exceptionnelles, leur permet, par une méthode indirecte, de mettre en évidence la présence de planètes autour d'étoiles. Cet instrument a été conçu par l'Observatoire de Marseille et par André Barran. Je le cite parce qu'on oublie souvent, en citant, et Dieu sait combien il le mérite, les deux astronomes, l'ingénieur, qui a conçu et construit cet instrument tout à fait exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode indirecte? Il me manque une... Ah non, je vais y revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, nous verrons donc ce que c'est que cette méthode indirecte. J'ai simplement voulu souligner ici qu'on n'a pas vu la planète directement. On a vu son effet sur son étoile. Donc, il restait un problème en 1995, c'est qu'on avait bien envie de voir une planète directement. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que si on observe avec de la lumière visible, celle où l'étoile émet le maximum de son rayonnement, alors le contraste lumineux entre la planète et l'étoile est de l'ordre d'1 milliard. La planète est 1 milliard de fois moins lumineuse par la lumière qu'elle diffuse de son étoile que l'étoile. Donc, de surcroît, elle est extrêmement proche. Donc, il faut distinguer deux objets avec un contraste extrême et une distance extrêmement petite. La tâche est très difficile et nous verrons tout à l'heure quelle méthode on a pu utiliser. Mais je vous donne tout de suite le résultat. Voilà. La première image d'une exoplanète, en rouge à gauche, ici en bas, a été obtenue dans l'infrarouge par une astronome française de l'Observatoire de Grenoble, Anne-Marie Lagrange, qui est elle-même également membre de notre académie, autour d'une étoile qui est une étoile un petit peu limite, puisqu'elle porte le nom de naine brune, c'est-à-dire une étoile qui ne s'est pas allumée avec le même type de réaction nucléaire que notre Soleil, ou que la majorité des autres étoiles. Vous voyez que la distance est petite. Alors, je vais dire quelques mots des unités, j'y reviendrai. On appelle, vous voyez, masse. Masse, ça veut dire millième de seconde d'angle. Et une seconde d'angle, c'est un 60e de minute d'angle, et la minute d'angle, c'est à peu près la capacité du pouvoir séparateur de notre œil. Et le diamètre de la Lune, c'est 30 minutes donc, dans le ciel, ou du Soleil. Donc vous voyez qu'un millième de seconde d'angle, c'est le 30e du 60e
c'est le millième du 30e, du 60e du diamètre du Soleil. Donc, c'est à peu près le millionième. Hein. Donc, c'est un angle extrêmement petit. C'est dire la difficulté de la séparation de ces deux objets. En haut à gauche, la séparation est donnée non pas du point de vue terrestre, mais du point de vue physique, c'est-à-dire ces 50 unités astronomiques. L'unité astronomique est une unité commode pour étudier les systèmes planétaires, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. 150 millions de kilomètres. La masse de cette exoplanète, c'est quelques unités fois la masse de Jupiter, entre 5 et 8. Une exoplanète ne peut pas exister au-delà de 13 fois la masse de Jupiter parce qu'elle devient une étoile à ce moment-là. Elle s'allume, pourrait-on dire. Voilà, cette image est historique puisque c'est la première image. Nous en avons eu d'autres depuis. Alors faisons un saut à partir de ces deux découvertes princeps, si je puis dire. Cette semaine, ou la semaine du 17 novembre, quand j'ai fait ce graphique, nous avions dans les catalogues 3558 exoplanètes confirmées dans la galaxie et puis 4496 objets dont on peut penser, mais il faut le confirmer, les scientifiques sont par métier prudents, autour d'étoiles. Alors ceci ne fait pas 3558 étoiles, bien entendu, parce qu'il y a des étoiles qui ont plusieurs planètes autour d'elles, comme notre Soleil. Et ce graphique vous montre l'accélération extraordinaire de découverte et les méthodes principales de découverte. Il y en a ici deux. En rouge, la méthode indirecte des vitesses radiales, celle de la découverte de Major, et en vert, celle des transits, sur laquelle je reviendrai, qui est aujourd'hui la méthode la plus productive, mais qui suppose des conditions assez particulières sur la planète. Vous voyez qu'on est aujourd'hui, alors 2017 est encore incomplet parce que naturellement, avant de publier les objets trouvés en 2017, il faut faire beaucoup de vérifications. Donc 2016 nous donne 1500 exoplanètes dans l'année. Hein, ça en fait à peu près 3 par jour. Et le rythme ne fait que s'accélérer puisque naturellement, le nombre d'équipes en chasse ne fait qu'augmenter. Alors ici, donc quelques repères qui vont nous être utiles pour la suite. Donc la distance de l'étoile à la Terre se mesure en parsecs, qui fait 3 années-lumière. Alors j'utiliserai plutôt les années-lumière. La distance de la planète à l'étoile s'exprime, comme je l'ai dit, en unités astronomiques, distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Évidemment, l'angle sous lequel la séparation entre l'étoile et la planète est vue depuis la Terre est très important, puisque c'est lui qui va nous dire si cet angle est relativement grand, que la détection est facile, et s'il est tout petit, qu'elle est très difficile, et en dessous d'un millième de seconde d'angle, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Nous avons évidemment des paramètres importants sur la planète, l'exoplanète elle-même, sa masse. En général, on la donne en unité de masse de Jupiter ou de masse de la Terre, parce que ce sont des unités qui nous parlent pour les grosses planètes gazeuses d'un côté et pour les petites planètes telluriques de l'autre, et puis la période orbitale autour de l'étoile qui va se compter en jours ou années. J'aurais dû écrire terrestre, puisque l'année de la planète, c'est la durée du tour de la planète. Alors j'ai situé ici, sur l'image d'une autre galaxie que la nôtre, puisque de là où nous sommes, le point blanc, nous ne pouvons pas faire une image comme ça dans l'épaisseur du disque que nous voyons, c'est la Voie lactée. J'ai situé avec ce cercle un cercle de 1000 parsecs, c'est-à-dire 3000 années-lumière à peu près. Et c'est dans ce cercle que se trouve la plupart, sinon la totalité, quasiment la totalité de ces 3500 exoplanètes. Alors, ça dit à la fois qu'on a un échantillon local déjà substantiel, mais que nous n'avons pu explorer, à cause de la limitation des techniques, qu'un tout petit volume de notre galaxie. Mais un volume suffisant pour que l'on puisse commencer dans ce volume à faire des statistiques. Et si on ne trouve que si on ne raisonne que sur 3 exoplanètes, ou si on raisonne sur les 8 de notre système solaire, qui sont toutes des orbites quasi circulaires, eh bien, on est très fortement biaisé. Mais si on en a 3000, alors l'échantillon
et de meilleure qualité. Voilà. Alors j'ai simplement, je rappelle, mis ça sur une autre galaxie, vue de face. On a une bonne image de notre galaxie. Alors je reviendrai un peu plus tard dans nos échanges sur la diversité des exoplanètes. Mais je voudrais déjà vous en donner une illustration à partir de ce graphique sur lequel ont été reportés. Alors, les points se mélangent parce qu'il y en a tellement qu'on ne les distingue plus, hein, mais les nuages de points disent très bien où s'accumulent les exoplanètes. Les paramètres sont la période orbitale en jours terrestres autour de son étoile. Vous voyez que ça va de moins d'un jour, une rotation extraordinairement rapide autour de l'étoile, à plusieurs dizaines d'années, comme c'est le cas pour Jupiter ou pour Saturne. J'ai ajouté sur ce graphique où se trouvent la Terre et Jupiter. Et en ordonnée, nous avons la masse de la planète avec deux références, la masse de la Terre et la masse de Jupiter, la grosse planète gazeuse et la petite planète tellurique. Et vous voyez qu'on trouve de tout. On trouve de tout, on en trouve des rapides et des lentes, des massives et des non massives, et on en trouve par différentes méthodes d'observation, en particulier les images qui se trouvent en haut à droite, c'est plus ou moins l'ellipse violette que j'ai tracée, simplement parce que pour les autres, soit elles sont trop peu brillantes, hein, c'est le cas de celles de faible masse, telluriques, hein, soit elles sont trop près de l'étoile, c'est-à-dire qu'elles tournent très vite et on n'arrive pas à les distinguer de l'étoile. Donc nous savons qu'au fur et à mesure du progrès des instruments, nous allons élargir ce petit domaine violet et avoir de plus en plus accès à des images d'objets répartis ailleurs dans le diagramme. Et puis, vous avez un code de couleur qui est la verticale sur l'échelle de droite, hein, entre vert pâle et bleu foncé, qui s'applique à une partie des planètes. Il y en a beaucoup qui sont en noir parce qu'on n'a pas pu trancher, qui est le rayon de la planète. La Terre et Jupiter n'étant pas considérés avec ce code de couleur. Vous voyez que pour un nombre important de ces planètes, on connaît leur rayon. Et je vous dirai tout à l'heure comment on peut le savoir. Alors, dans cette diversité considérable d'exoplanètes, il a fallu constater que nos terminologies construites à partir de celles du système solaire n'étaient pas nécessairement adaptées à la diversité. On avait des terres. Bon, alors il a fallu donner un nom précis pour un objet qui serait comme la Terre. Alors on l'appelle une exotère. Une exotère, elle est caractérisée par le fait d'être solide, par le fait d'être à une distance de l'étoile sur laquelle je reviendrai, qu'on appelle zone habitable, c'est-à-dire en gros la distance à laquelle on peut trouver de l'eau liquide à la surface de l'étoile. De la masse, sa masse est comparable à celle de la Terre, ou un peu plus élevée. On a aujourd'hui pratiquement pas d'objets moins massifs que la Terre, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais simplement qu'ils sont plus difficiles à détecter, et sa distance à l'étoile est de l'ordre d'une unité astronomique. Ensuite, on a des planètes terrestres qui sont du même ordre de masse, qui sont solides, mais qui peuvent être très loin ou très proches de... Nous en verrons un exemple dans un moment avec Proxima Centauri. Nous avons des super-terres qui sont plus massives. Alors, les catégories peuvent paraître un peu contradictoires. Vous voyez, sur la masse, par exemple, c'est simplement le fait que ces frontières ne sont pas arrêtées encore aujourd'hui. Puis ensuite, on passe dans le domaine des Neptunes, avec les mini-Neptunes, dont la masse est inférieure à celle de Neptune, 10 fois la masse de la Terre au lieu d'être 30 fois la masse de la Terre, mais gazeuse, donc constituée essentiellement, contrairement aux planètes rocheuses, d'hydrogène et d'hélium. Et pour chacune d'entre elles, nous avons des exemples dans la colonne de droite. Et puis on a les Neptunes chauds, comme on a les Jupiters chauds, c'est-à-dire des exoplanètes qui ressemblent beaucoup à nos Neptunes et nos Jupiters, mais qui sont beaucoup plus près de l'étoile que ne l'est Jupiter ou Neptune. Vous voyez, par exemple, un Jupiter chaud se trouve
entre 1/10 et 1/100 d'unité astronomique de son étoile, donc il reçoit beaucoup de rayonnement et la température de surface peut atteindre 1500 degrés ou davantage, hein, alors que notre Jupiter est à 5 unités astronomiques de son étoile, et donc sa température de surface gazeuse est de l'ordre de moins 160 degrés à peu près. Hein. Voilà. Alors, en écrivant, mais ce tableau est déjà un peu ancien, je ne l'ai pas mis à jour, hein, que 42% des planètes confirmées sont des Jupiters chauds, ceci marque à nouveau le biais des procédures d'observation. C'est parce que ce sont les plus faciles à détecter. Ils sont chauds, donc ils rayonnent beaucoup d'infrarouge, et toutes ces détections pratiquement se font dans l'infrarouge, et ils sont massifs, donc ils sont brillants. Ça rend plus facile leur détection. Voilà. Et puis, on peut très bien imaginer, je ne l'ai pas projeté, mais qu'on introduise encore des sous-classifications dans ce tableau. Par exemple, on a une catégorie de planètes sans étoiles. Lors des mouvements à l'intérieur de la galaxie, certaines de ces planètes ces systèmes planétaires vont entrer en interaction gravitationnelle avec une étoile qui passe par là au cours des milliards d'années qui ont précédé, et cette étoile peut arracher une planète et la lancer isolée dans l'espace. Donc on a une catégorie d'exoplanètes sans étoiles. On pense en avoir détecté quelques-unes. Ce n'est pas très facile de les étudier, hein, puisqu'elles sont en général extrêmement froides. Alors, en s'intéressant, on peut faire des quantités de statistiques sur cette diversité d'objets. En voilà une, par exemple, qui est intéressante et qui montre une tendance qui semble se confirmer aujourd'hui. C'est un histogramme que j'ai un peu simplifié, qui donne le nombre de planètes. C'est relativement ancien, mais cette tendance est tout à fait stable aujourd'hui, en fonction de leur masse. Alors ici, c'est le logarithme. Hein, par rapport à la masse de la Terre, donc la Terre serait à l'extrême gauche du graphique. Hein. Et on voit deux paquets, un paquet d'objets assez semblables à Neptune, qui comprennent ces gazeuses chaudes, une queue de distribution vers les faibles masses qui correspond aux exotères, mais l'histogramme à l'extrême gauche est certainement faux aujourd'hui parce qu'il y a trop peu de ces objets de faible masse que nous savons détecter. Ça va changer. Et puis on voit une distribution très importante sur les Jupiters, chauds ou pas chauds, qui reflète l'abondance de ces objets dont la formation correspond presque à la formation d'une étoile. C'est un objet suffisamment massif pour avoir presque pu devenir une étoile. J'attire votre attention sur un autre aspect de ce graphique, qui sont les zones en grisé, parce qu'elles représentent les objets qui ont été découverts à l'aide d'un seul instrument, l'instrument de l'équipe suisse, qui est installé sur le télescope de 3,60 m de l'Observatoire européen au Chili, à la CIA, télescope qui, depuis cette découverte, a été entièrement dédié à la recherche d'exoplanètes. C'est une magnifique machine, avec un magnifique instrument focal qui s'appelle HARPS, et la combinaison des deux est extrêmement productive, comme vous pouvez le voir ici. Alors, l'astrophysique, c'est bien entendu les objets qui nous intéressent, la physique, la chimie et peut-être la biologie de leur fonctionnement, mais c'est aussi, et s'agissant de découvertes, c'est surtout les outils qui nous permettent de les faire. Et ces outils sont des bijoux de technologie et d'ingéniosité et évolue sans arrêt. Inutile de dire que la problématique des exoplanètes a stimulé une créativité extraordinaire dont je voudrais donner quelques exemples. Alors voilà la première méthode indirecte, celle de la découverte. Une planète tourne autour de son étoile, mais en réalité, la mécanique élémentaire nous apprend qu'elles tournent toutes les deux autour de leur centre de gravité commun, ce que vous voyez. Dans le système solaire, par exemple, le centre de masse, comme on l'appelle, du système solaire, il est essentiellement défini par la masse du Soleil et la masse de Jupiter, et il se trouve pratiquement à la surface du Soleil. Si le Soleil était plus massif, il serait dedans, et si Jupiter était plus massif, il serait plus loin du Soleil. Et alors, quel est l'effet ici? Eh bien, on ne voit pas du tout la planète, on regarde le spectre de l'étoile, et on observe que dans ce spectre, un effet Doppler, dû au mouvement,
Quand l'étoile se rapproche de nous, la planète s'éloigne, et quand elle se rapproche, les raies spectrales se déplacent vers le bleu, la gauche. Inverse, quand elle s'éloigne de nous, ici l'étoile se rapproche de nous, vous voyez que les raies sont à gauche, et ici elle s'éloigne de nous, vous voyez que les raies sont à droite, décalage vers le rouge. Eh bien, en utilisant non pas on n'aurait pas la sensibilité suffisante, mais plusieurs dizaines, voire centaines de raies spectrales, l'appareil HARPS mesure la vitesse et, tenez-vous bien, la précision initiale de mesure de vitesse était de l'ordre du mètre par seconde et aujourd'hui on atteint 10 cm par seconde sur la vitesse. Évidemment, plus cette sensibilité est grande et moins massives seront les planètes détectées. Donc voilà la première méthode, la méthode de la découverte. Deuxième méthode également indirecte, où là encore on ne voit pas l'exoplanète, c'est la méthode dite des transits. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme les plans orbitaux des planètes, toutes les planètes se déplacent dans un plan autour du Soleil, ça c'est une conséquence immédiate de la mécanique élémentaire, hein. Certains de ces plans orbitaux vont contenir, on va les voir par la tranche. Il n'y a aucune raison que les plans orbitaux des planètes ne soient pas distribués rigoureusement au hasard dans la galaxie. Lorsque nous les voyons par la tranche, eh bien à chaque tour, la planète passe devant puis derrière l'étoile. Et ces doubles passages sont extrêmement intéressants pour de multiples raisons. La première, c'est que quand elle passe devant l'étoile, pour l'observateur situé sur Terre, la lumière de l'étoile est légèrement affectée. Ce légèrement n'est pas si petit que ça. Si c'est un Jupiter, c'est de l'ordre du %. Et si c'est une Terre, c'est plutôt de l'ordre entre le 10 millième et autour du 10 millième. Donc la lumière de l'étoile va baisser et elle va baisser régulièrement à chaque tour. Et la proportion dont elle baisse dépend uniquement du rapport entre la surface de l'exoplanète et la surface de l'étoile. On a donc directement la mesure du diamètre, ou plus exactement de la surface, et pi r2, donc on a la valeur du diamètre instantanément. Et comme on a la masse par l'orbite, troisième loi de Kepler, alors on a la densité. Et nous verrons dans un moment que c'est très intéressant d'avoir la densité de ces exoplanètes. Et puis, bénéfice additionnel, si la planète a une atmosphère, la lumière de l'étoile va la traverser, alors que dans les positions à gauche ou à droite, elle ne la traversait pas. La traversant, elle va être affectée par les constituants de l'atmosphère, qui peuvent être de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, etc. Et le phénomène de transit va donc avoir une signature spectrale pour l'observateur terrestre qui va dire la composition de l'atmosphère planétaire, ce qui est évidemment très important. L'éclipse, quand un demi-tour après, elle passe derrière l'étoile, contient aussi des renseignements. Parce que vous voyez qu'ici, on ne voit pas l'atmosphère par transparence, donc par absorption pour la lumière, mais par rétrodiffusion, comme quand une source de lumière éclaire un objet et que cet objet renvoie à l'observateur de la lumière. Et la rétrodiffusion va donner d'autres renseignements sur la surface de la planète. Donc, la méthode du transit est devenue la méthode la plus productive, et les chiffres importants que je citais sont largement obtenus par transit. Ce sont les pics en vert sur l'histogramme que je vous ai montré. Le premier transit observé a été observé avec un télescope de 20 cm à la surface de la Terre par un astronome qui y croyait. Personne ne croyait qu'on pourrait voir ça. Bon, il l'a réussi, évidemment, il a fait école, et il a fait école notamment en France, où on a conçu, en particulier à l'Observatoire de Paris, et notre confrère Daniel Rouen, une mission spatiale qui s'est appelée COROT, et qui a détecté la première exoplanète de taille pratiquement terrestre par transit.
La NASA a compris aussi que c'était une méthode extraordinairement fructueuse et, suivant avec des moyens plus importants l'exemple de Corot, a construit le satellite Kepler, qui est la source aujourd'hui de ces milliers de détections ou de détections demandant confirmation. En général, on fait la confirmation avec l'observation depuis l'instrument HARPS ou un instrument similaire. Une fois qu'on sait qu'il y a une exoplanète, on va observer l'étoile et vérifier la périodicité de ces variations spectrales. Alors, ça, ce sont les méthodes indirectes. Alors, quelques mots maintenant des méthodes directes. Évidemment, je suis un peu passionné par cet aspect-là, puisque ça a été une grande partie de ma carrière et peut-être de mon apport à l'astronomie aujourd'hui. Et j'appelle ça une histoire de flou, parce que c'est vraiment une histoire de flou. Si vous prenez un champ stellaire, comme cette magnifique image des Pléiades, vous voyez que les étoiles ont des petites aigrettes. Et ça, c'est dû à la diffraction dans l'instrument, dans le télescope. Et c'est très difficile de l'éliminer, puisque pour qu'il n'y ait pas de diffraction, il ne faut pas que la lumière rencontre d'obstacles matériels. Or, un télescope, miroir compris, est nécessairement un obstacle matériel. Quel est le résultat? Si je m'intéresse à la petite étoile qui est dans un carré ici, et que je me dis, oh, je voudrais bien voir de plus près son environnement, peut-être une exoplanète, alors je vais grossir l'image. Alors je grossis l'image, et qu'est-ce que je vois? Le premier effet, c'est que le piqué de l'image est limité à cause de ce phénomène de diffraction de la lumière par l'ouverture du télescope. L'image de l'étoile, ici il y a à peu près 150 grossi par rapport à la figure précédente, eh bien l'image de l'étoile est entourée d'anneaux qui sont des anneaux de diffraction et qui sont incontournables. C'est parce que la lumière est une onde qu'on a ces anneaux. On ne peut pas en empêcher la présence. Alors, la dimension de ces anneaux dépend du diamètre. Plus le télescope est grand, plus c'est petit, et de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus le diamètre des anneaux est important. Donc on a intérêt à avoir de très gros télescopes et à fonctionner avec des longueurs d'onde les plus courtes possibles. Mais il y a un second effet qui va aussi être très fâcheux pour la qualité de l'image, c'est le flou dû à l'atmosphère terrestre. Vous avez ici l'image d'une étoile. Elle n'est pas très jolie, elle est beaucoup moins jolie que les beaux anneaux précédents. Mais si je laisse le temps se dérouler, voilà ce qu'observe l'astronome. Il observe la turbulence de l'atmosphère qui affecte la qualité des images astronomiques. Galilée l'avait observé, Newton l'avait compris en indiquant que ça venait bien et qu'il fallait de l'atmosphère et qu'il fallait mettre les télescopes sur de hautes montagnes. Mais si vous regardez la taille de cette image, eh bien, elle est de l'ordre d'une seconde d'angle, c'est-à-dire un télescope idéal qui nous donnerait une toute petite tache avec ses anneaux, soit, mais avec ses anneaux, s'il avait 10 mètres, la taille à l'échelle de la figure ici, la taille de la tache serait celle-ci. Or, vous voyez qu'on a une seconde d'angle, donc on a perdu à peu près un facteur 100 sur le piqué de l'image. Absolument dramatique. Et ce problème a été considéré comme insoluble par l'astronomie et que la seule solution, c'est de se débarrasser de l'atmosphère, c'est-à-dire de mettre les instruments dans l'espace. Alors c'est dramatique pour l'observation des exoplanètes, et ce diagramme illustre le drame, c'est que, alors je précise, ce diagramme nous donne la distance de la planète à l'étoile en unité astronomique, donc 150 millions de kilomètres, 8 minutes de lumière si vous préférez, en ordonnée, et en abscisse, la distance à laquelle l'objet se trouve de la Terre. Quelques dizaines d'années-lumière, c'est la dimension du cercle que j'indiquais tout à l'heure. Alors, la limite d'un télescope qui serait uniquement limitée par les propriétés fondamentales de la lumière, c'est la droite rouge qui est en bas, et intitulée diffraction. Toutes les exoplanètes qui sont au-dessus de cette ligne rouge pourraient être distinguées de leur étoile grâce à un télescope de taille 10 mètres, puisque là, j'ai utilisé une taille 10 mètres qui est à peu près la taille du VLT au Chili.
En revanche, le flou de l'atmosphère, c'est la droite qui est en haut, qui fait 1 seconde d'angle, comme je viens de le montrer, et vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus aucune exoplanète qu'on puisse distinguer de son étoile. C'est absolument dramatique. Alors, heureusement, nous avons pu montrer, et nous avons été les premiers à l'installer sur les télescopes de l'ESO, qu'il était possible de corriger cet effet par une sorte de tour de passe-passe, un petit peu magique et extraordinaire. Certains n'y croyaient pas au début, mais ça fonctionne simplement parce que la physique fonctionne. Vous voyez ici les 4 télescopes de 8,20 m à l'observatoire du Cerro Paranal, au Chili. Et voilà maintenant le principe assez simple, somme toute, de correction de l'image. La lumière arrive cabossée par l'atmosphère en haut, ici. Elle frappe un miroir que l'on va déformer pour décabosser le front d'onde lumineux. Elle va en sortir plane. Et quand on fera évidemment l'image, on aura ce qu'on aurait obtenu à peu de choses près en étant dans l'espace. Alors voilà une simulation de ce que fait ce miroir. Vous voyez, il reçoit un front d'onde lumineux cabossé, il le décabosse en étant informé de ses défauts et il le renvoie et on a une image qui n'est plus limitée que par l'effet numéro 1, à savoir la diffraction. Alors voilà le résultat, exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire même atmosphère, même télescope, etc. Vous retrouvez le même schéma, hein, et vous voyez ici que pratiquement, ce n'est pas parfait, hein, mais pratiquement entre 90 et 95% de la lumière se trouve dans ce qu'on appelle la tâche de diffraction ici au centre. Donc maintenant, on peut revoir le même diagramme, le précédent, mais le flou de l'atmosphère est vaincu. C'est la ligne rouge du bas qui donne la limite absolue de la diffraction que l'on ne pourra vaincre qu'avec un télescope de plus grande taille. Là, j'ai pris 10 mètres. Si on a 50 mètres ou 40 mètres, ce sera mieux. Nous y reviendrons. Le domaine qui est en grisé en dessous n'est pas accessible, mais tout le domaine supérieur est accessible. Et c'est dans ce domaine qu'on a fait, évidemment, les découvertes et la diversité des exoplanètes que je vais vous montrer. Alors, il y a quelques autres méthodes que les 2 méthodes indirectes et la méthode d'imagerie directe présentées ici, mais ce sont ces 3-là qui aujourd'hui sont, disons, les plus productives. Alors, je vais vous montrer, j'ai parlé d'Anne-Marie Lagrange tout à l'heure à propos de la première image. Ça, ce n'est pas la première image, c'est une autre, mais c'est aussi elle qui l'a fait. Et je vous la présente parce que c'est une exoplanète qui se trouve autour de l'étoile Bêta du Peintre, Pictor. C'est une constellation de l'hémisphère sud. Et l'étoile s'appelle toujours A. Donc, si on ne trouve qu'une exoplanète, on l'appelle B. Si on en trouve 2, on les appelle B et C, etc. Et j'ai lu récemment un commentaire disant « Mais ces astronomes sont stupides, pourquoi ils n'ont pas appelé A la première ?» Bon, ben voilà. La règle, c'est que c'est l'étoile qui s'appelle A. Et s'il y a 2 étoiles, eh bien, on les appelle A et B. Et les planètes s'appelleront A petit b ou grand B petit b, etc. Alors, ici, ce disque est connu depuis longtemps, depuis les années 80, et il est très intéressant parce qu'il a tout de suite été interprété par son rayonnement infrarouge comme un disque de poussière qu'on appelle aujourd'hui protoplanétaire, puisque c'est à partir de ces disques, et j'en ai beaucoup d'exemples que je vous montrerai plus tard, éventuellement, hein, c'est à partir de ces disques que se forment les étoiles, mais aussi les exoplanètes. Ce disque-là, à cause du hasard, est donc vu par la transe. L'étoile est évidemment cachée, hein, cette petite étoile s'est collée dessus, parce que si elle n'était pas cachée, l'ensemble de la figure serait totalement ébloui par l'étoile. J'ai dit un facteur entre 1 million et 1 milliard de contraste. Et puis, il est vu par la tranche, donc on s'attend à une orbite exoplanétaire vue par la tranche. Alors, pour la petite histoire, quand on a observé ce disque ensemble, il y a plus de 20 ans maintenant, hein, un étudiant de doctorat a dit « Mais quand même, si je regarde ça, il était très astucieux, il regardait bien, il dit « Mais là, le disque, il est un peu courbé comme ça. » Et là, il est un peu courbé dans l'autre sens. Pourquoi? C'est bizarre, normalement, ça devrait être plat. Alors, il a travaillé, et ça montre bien comment la recherche progresse. Hein, une question et un truc bizarre. Hein.
Et puis il a dit ça pourrait être l'effet gravitationnel d'une planète. Et donc il a fait un calcul en se disant je vais essayer de mettre une planète, je ne sais pas du tout où elle est, et puis je vais essayer de changer les masses et voir si je peux produire dans mon ordinateur, par simulation, donc, cet effet-là. Et la conclusion était positive, mais personne n'avait vu la planète. Et puis quelques années, je devrais donner son nom d'ailleurs, c'est David Mouillet, qui est aujourd'hui à l'Observatoire de Grenoble, un jeune polytechnicien, qui faisait sa thèse avec nous. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu l'indice de la présence d'une planète dans ce disque, qui a été publié, mais elle a disparu, donc impossible de vérifier. Alors, il y avait deux hypothèses. Ou bien l'équipe d'Anne-Marie Lagrange s'était trompée, ou bien elle avait simplement disparu parce qu'elle était passée derrière l'étoile et qu'on la reverrait de l'autre côté. Ah oui, mais comme on avait les éléments orbitaux, on pouvait dire quand on la reverrait de l'autre côté. Donc, il n'y avait qu'à attendre 2 ans. Bon, c'est long pour une équipe qui pense avoir fait une belle découverte. Alors, on a attendu 2 ans. Vous voyez, la période, finalement, c'est 20 ans. Donc, le temps qu'elle passe d'un côté à l'autre, c'était de l'ordre de 2 ans. Et puis voilà, je vais passer le film maintenant. Alors, c'est un film fait par des images successives. Vous voyez, l'optique adaptative nous permet maintenant d'aller tout près. Alors, le disque, il est très grand, il est très loin, et on voit la planète, et vous avez les dates, et ça va être passé en accéléré de plus en plus rapide. Vous voyez, la correction n'est pas absolument parfaite, il reste des petits résidus, voilà. Dernière position, alors vous voyez, la première position, puis elle est passée de l'autre côté, on la voit faire demi-tour, et on la voit repasser de l'autre côté, en novembre 2016. La dernière observation de l'année dernière, elle est passée de l'autre côté. On a évidemment son plan orbital et l'échelle est donnée en haut à gauche. Maintenant, vous voyez la taille de l'orbite de Saturne. Donc c'est une planète qui est à peu près un peu plus, une orbite de taille, distance à l'étoile, un peu plus que Saturne, un peu moins que Neptune, et la période est de 20 ans. Alors, elle est très intéressante parce qu'elle tourne très vite sur elle-même, le jour dure 8 heures, et surtout, l'étoile est très très jeune, de 1 à 2 millions d'années. C'est assez facile de connaître l'âge d'une étoile, et donc on peut conclure qu'on voit le disque, on voit la planète formée, et on connaît l'âge de l'étoile. Donc évidemment, ça dit quelque chose de très important sur le processus de formation. Voilà, je saute ça, voilà. Et je conclus cette partie sur la diversité en l'indiquant avec un sous-ensemble des planètes connues qu'on peut les classer dans un diagramme rayon-masse. Et rayon-masse, eh bien évidemment, dans ce diagramme, il va y avoir des courbes d'isodensité. Si la planète est faite entièrement en hydrogène, un peu d'hélium, mais c'est le cas, par exemple, de Jupiter, ben vous voyez que la relation entre la masse et le rayon est la courbe supérieure. Si la masse est très importante, il y a d'autres effets qui font que la planète se ratatine un peu sur elle-même. Si elle est en eau, elle est plus basse. Si elle est en roche, elle est une autre courbe. Et si elle est purement en fer, les roches sont des silicates, c'est encore une autre courbe. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas contenir à la fois de l'eau, de la roche et du fer, et se trouver quelque part dans le domaine. Vous voyez qu'il y en a d'ailleurs parmi les planètes connues. Et ceci est une information fondamentale pour comprendre les planètes. Mais ça ne peut résulter que de la méthode de transit, puisque c'est la seule qui nous donne le rayon d'une exoplanète. C'est dire que cette méthode, qui est très productive, a aussi une conséquence importante sur la connaissance physique de l'objet exoplanète. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples tout récents de détection. Alors, il y en a un qui, évidemment, a beaucoup fait parler de lui pour 2 raisons. L'étoile la plus proche de la Terre s'appelle Proxima du Centaure. Son nom dit bien ce qu'elle est. Elle est dans une constellation de l'hémisphère sud, le Centaure. C'est une étoile naine qui fait à peu près le 10e de la luminosité du Soleil, le 10e de son rayon et le 10e de sa masse, grosso modo, et la moitié de sa température. Voilà. Donc c'est une étoile plutôt plus petite que le Soleil, c'est la plus proche de la Terre, mais elle appartient à un système triple
Les étoiles peuvent être doubles, mais elles peuvent être triples, quadruples, tous ces objets étant liés gravitationnellement. Et les deux autres étoiles du système sont A et B Centauri, alpha A et alpha B Centauri, hein, un tout petit peu plus éloignés de la Terre que vous avez sur la figure de gauche, et qui sont distantes de à peu près de la Terre de 1 parsec, 1,3 parsec, c'est-à-dire 4,5 années-lumière. Hein. Ce sont les étoiles les plus proches du Soleil. Et la figure du haut vous montre la position de la constellation du Centaure dans le ciel. Cette planète Proxima, autour du système AB, on a cru détecter une planète il y a quelques années, et puis finalement, ça n'a pas été confirmé, et il n'y en a vraisemblablement pas, en tout cas pas de massif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'indétectable. Par contre, autour de Proxima Centauri, la détection est indiscutable. Hein, et voilà l'article sorti l'année dernière par un chercheur du Queen Mary College à Londres qui montre l'orbite de Proxima Centauri. Hein, c'est la petite orbite. Ouais, à gauche, c'est le système solaire pour comparer. Vous voyez, l'orbite de Proxima Centauri est ici. L'étoile est là, le Soleil est de l'autre. L'orbite de Neptune est là, donc on est beaucoup plus près de l'étoile que les Neptunes du Soleil. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette étoile se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la zone de long liquide dont on pourra reparler. Alors, Proxima B est maintenant bien étudiée. Hein. Sa masse est légèrement supérieure à 1,3 fois la masse de la Terre, mais comme elle est tout près de son étoile, hein, son année dure 11 jours, c'est pas beaucoup, 11 jours terrestres, elle est à 20 fois plus près de l'étoile que ne l'est la Terre du Soleil. Donc voilà l'exoplanète la plus proche de la Terre, quoi qu'il arrive, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre étoile plus proche. Hein. La seule chance, ce serait qu'il y en ait une qui traîne dans l'espace sans son étoile. Évidemment, l'intérêt, c'est déchaîné pour cette étoile et pour sa planète. Et voilà une vision d'artiste de la surface. Vous voyez, on voit au loin Alpha Centauri, le système double qui est en train de se coucher ou de se lever, je ne sais pas. Plus proche sur l'horizon Proxima du Centaure. Hein, et puis on est sur la planète Proxima B. Elle a vraisemblablement une atmosphère, mais on ne sait pas encore. Hein. Et l'artiste, évidemment, a imaginé cette surface, mais ça nous fait un tout petit peu rêver. Alors, de ce rêve, et je m'arrêterai là-dessus pour cette première partie, hein, peut naître le rêve de certains de faire une mission vers cette planète. Évidemment, il n'est pas question, et j'en parle parce qu'on en parle beaucoup, et après tout, ce n'est pas forcément stupide. Hein. Il n'est pas question d'envoyer un être humain à cette distance-là, parce que sa masse est trop importante. Hein. Il faut accélérer un objet extraordinairement léger avec des lasers. Donc le projet qui s'appelle Starshot, que vous trouverez très documenté sur Internet, est financé par un milliardaire russe, hein, et se déroule aux États-Unis. Hein. Un ensemble de miroirs concaves projette des faisceaux laser. La somme de ces faisceaux laser va pousser par pression de radiation une voile solaire qui a été mise dans l'espace et qui est faite d'une feuille de plastique extrêmement mince pour être légère, aluminisée, qui emporte une mini webcam, connaissons bien. Et en route pour Proxima B, et le temps de voyage, si on atteint le 20% de la vitesse de la lumière, ce qui, d'après les calculs, ne paraît pas absolument impossible, eh bien, vous voyez que s'il a 4,5 années-lumière, ça fait une trentaine d'années, c'est tout à fait raisonnable. Et même si c'est 2 siècles, c'est encore pas du tout absurde. Donc voilà, ça donne l'idée que ces exoplanètes sont peut-être, en tout cas celle-là, atteignables, et c'est la seule. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis maintenant nous pouvons prendre des questions et parcourir la suite de cet immense champ à selon votre désir.
poser la première question. Oui. Bien, à un moment, on avait beaucoup parlé des étoiles artificielles créées par laser pour se débarrasser des fluctuations de l'atmosphère. Tu n'en as rien dit. Qu'est-ce que c'est devenu? Ah ben, je vais te dire ça tout de suite. Donnez-moi une seconde pour me promener. Hein. Voilà. Alors, le miracle de l'optique adaptative repose sur la possibilité d'utiliser la lumière de l'étoile déformée par l'atmosphère pour calculer les perturbations, pour calculer les déformations et donc les corriger. Mais ceci suppose qu'on reçoive assez de photons de cette étoile pour que dans un temps très court, vous avez vu que ça va vite les déformations atmosphériques. Quand on regarde scintiller une étoile, c'est le dixième de seconde, le changement d'éclat. Donc, il faut recevoir assez de lumière. Si l'étoile est trop faible, c'est la fin, on ne peut rien faire. D'où l'idée assez extraordinaire qu'a eue notre collègue confrère, également membre de l'Académie, Antoine Labeyrie, en 1985, bien avant toute cette histoire des exoplanètes, de dire, eh ben, s'il n'y a pas une étoile, on va en mettre une. Alors, c'est pas très facile de dire, j'allume une étoile dans le ciel comme ça. Eh bien si, voilà ce qu'il a proposé. Alors, il faut baisser la lumière. Merci. Hein. Supposons que l'on tire un laser dans la direction où on veut écrire une étoile. Il se trouve que dans l'atmosphère de la Terre, vers 80 km d'altitude, il y a une couche d'atomes de sodium qui reste là, ou plus exactement qui sont remplacés en permanence. D'où viennent ces atomes? La Terre reçoit chaque année des dizaines de milliers de tonnes de poussière météoritique, les étoiles filantes, et plus petites, et parfois plus grosses. Ces poussières se consument en arrivant dans l'atmosphère et laissent dans la haute atmosphère, vers 80 km, leurs constituants minéraux, et en particulier du sodium. Pourquoi le sodium nous intéresse-t-il? Parce que l'atome de sodium, et Alfred Kassler a été le premier à montrer l'immense avantage de cette propriété de l'atome de sodium, quand il est éclairé par une lumière avec laquelle il résonne, pas RAI, RE, hein, quand il résonne, eh bien, il a une surface qui est beaucoup plus grande que la taille de ce petit nuage d'électrons autour du noyau sodium. Elle fait presque un micron carré, donc c'est une surface énorme. Donc si on lui envoie la bonne lumière à la bonne longueur d'onde, eh bien, il va renvoyer par résonance une fraction significative de cette lumière. Donc, envoyons avec un laser la bonne longueur d'onde et on va avoir en retour une quantité de lumière suffisante pour que le dispositif d'optique adaptative puisse fonctionner. Tous les grands télescopes aujourd'hui, que ce soit au Chili ou aux États-Unis, sont équipés de lasers. Alors, la technique a connu des tas de développements qui sont loin d'être achevés. Quelquefois, enfin, on peut s'apercevoir par exemple qu'en mettant plusieurs lasers, on va corriger non pas un point dans le champ d'observation, mais plusieurs points. Et qu'en déplaçant les tâches que forment ces lasers, on va pouvoir sélectionner encore plus précisément certaines régions de l'image à corriger plutôt que d'autres. Alors on peut appliquer ça non seulement aux exoplanètes, mais par exemple à l'image d'une galaxie lointaine et dire je voudrais bien avoir beaucoup de flou n'importe où, ça m'est égal, mais en ce point précis, je voudrais la qualité maximale de l'image. Okay. Donc, les étoiles artificielles par laser sont devenues un outil non seulement précieux à l'astronome, mais très spectaculaire, puisque si vous vous promenez maintenant autour du Keck Télescope à Hawaï la nuit ou autour du VLT au Chili, eh bien, vous allez voir sortir des faisceaux laser de couleur jaune, généralement, de sodium, hein, pointer vers le ciel et aller écrire très haut dans la stratosphère une étoile. Donc la technique est aujourd'hui très largement utilisée et elle permet toutes sortes de raffinements. Alors, oui, Yves Quéré. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 2015, je crois, parce que sur son diagramme du nombre d'exoplanètes découvertes, il y a 2 pics avec un trou entre les deux qui a l'air d'être à 2015 et comme si tout s'était arrêté, comme s'il y avait une grande grève des astronomes, je ne sais pas.
Tu évoques la différence entre... Le diagramme du début, sur, je répète, le nombre d'exoplanètes découvertes en fonction des années récentes. De la masse, oui. Alors, où est-ce que j'ai ça Bon, cet écart entre les planètes... Non. Ah, le nombre. Ah, d'accord. Celui-là? Oui. Alors, il y a une grosse fluctuation en 2015. Je pense que ça vient, je n'ai pas l'explication détaillée, je pense que ça vient du fait que l'équipe Kepler a été un peu surprise de l'abondance de ces résultats positifs. Et donc, évidemment, il faut que ce soit confirmé par quelqu'un d'autre. Donc, il est arrivé tout d'un coup, après la mise en œuvre de Kepler, c'est-à-dire en 2014, une abondance d'objets à confirmer. Bon, avec les moyens disponibles, on en a confirmé un premier paquet, mais ça a continué à augmenter. Donc les moyens étaient saturés, il a fallu mettre des stratégies de confirmation en place qui ont mis du temps, probablement une année ou une année et demie, et on en voit le résultat sur l'année 2016. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, Vincent Courtillot. Comment est-ce qu'on détermine la vitesse de rotation de la planète sur elle-même, la durée du jour? Par les raies spectrales. Donc, dès qu'on peut observer directement, dès qu'on peut observer directement l'image de la planète, on peut constater qu'il y a des raies spectrales qui sont élargies. Et pourquoi sont-elles élargies? Parce qu'une partie de la lumière est diffusée par le côté de la planète qui s'approche de nous quand elle tourne, et l'autre partie s'éloigne de nous, toujours dans la même rotation. Donc la raie spectrale, qui si la planète ne tournait pas aurait une valeur précise, va se trouver plus large, avec des longueurs d'onde un peu plus faibles dues à la partie qui s'éloigne de nous, et un peu plus grande dues à la partie qui se rapproche de nous. Et c'est cet effet d'élargissement qui est bien connu en astronomie sur les étoiles, qu'on peut utiliser sur une exoplanète dans certains cas. Je comprends, mais ça correspond à des objets incroyablement petits. Toujours, c'est tout ce que tu as dit. À côté d'une étoile extraordinairement plus brillante, ça paraît extraordinaire qu'on puisse distinguer les deux hémisphères de la planète et savoir lequel s'approche. Non, on distingue aucune des... Ce que j'ai appelé image, c'est un point lumineux. On ne voit pas des détails de la planète. On n'a que des inférences sur par exemple, j'ai montré une image avec une atmosphère, un petit cercle autour de la planète dans le transit. On ne voit pas cela, mais on suppose qu'il y a une atmosphère puisqu'on voit dans le spectre, d'abord parce qu'on sait que les planètes ont normalement, certaines d'entre elles, des atmosphères, et puisqu'on voit des raies d'absorption qui sont dues à la traversée d'une atmosphère. On peut calculer d'après ces raies la composition, on trouve de l'eau, du CO2, du méthane, pas de surprise. On trouve la température d'après la forme des raies, pas de surprise non plus, etc. Mais c'est toujours un point lumineux. L'époque où on fera l'image de la surface d'une exoplanète, c'est encore dans 30-40 ans probablement. On sait comment on pourrait faire, mais je n'ai pas pris de diapo là-dessus, justement parce que c'est encore très loin. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des inférences sur l'objet, d'après la forme de la raie spectrale ou d'après les raies d'absorption de l'atmosphère. Monsieur, oui. Est-ce que, vu la distance de ces exoplanètes, est-ce que le vieux rêve d'avoir des contacts avec des civilisations extraterrestres n'a pas du plomb dans l'aile? Et puis alors une question subsidiaire, est-ce qu'il y aura un jour un espoir de pouvoir évaluer dans ces exoplanètes si elles peuvent ou non avoir une civilisation avancée d'ici? Bon, vous ouvrez un immense chapitre qui est le chapitre de la vie et de l'évolution de la vie et éventuellement d'une évolution de la vie vers une civilisation qu'on appelle forcément, puisqu'elle est comme nous, intelligente. C'est un immense chapitre.
ce n'est pas un chapitre. Il y a deux manières d'ouvrir ce chapitre. La première manière, qui a été très popularisée par Carl Sagan, s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est-à-dire on prend un télescope, un radiotélescope aussi grand que possible, on le pointe dans les directions où on pense qu'il peut y avoir des planètes, c'est-à-dire dans le plan de la galaxie, vers la Voie lactée, hein, et puis on écoute, c'est-à-dire on mesure les ondes radio, ce n'est pas du son bien entendu, hein, et on regarde si dans le bruit il y a des choses qui se répètent. Hein, un bip 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 qui traduirait une émission par un observateur, par un... Bon. Cette méthode, moi je l'appelle, et beaucoup d'astronomes comme moi, de la pêche à la ligne. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, si on ne trouve rien, on ne peut rien en déduire. Sinon, qu'on n'a rien trouvé. Évidemment, si on trouvait quelque chose, ça ferait du bruit, au sens propre. Hein. Quand le premier pulsar a été découvert par une jeune astronome à Cambridge, qui s'appelait Jocelyn Bell, le pulsar est apparu sur son enregistrement comme c'est une étoile qui émet des pulses d'ondes radio de façon extrêmement régulière. C'est tellement précis que ça peut servir d'horloge. Et donc, elle a vu tout d'un coup sur son graphique des pulses comme ça qui s'inscrivaient régulièrement. Elle a évidemment communiqué ça. Ça a valu le prix Nobel à son patron. On a tout de suite dit, voilà, c'est les petits hommes verts. Alors, pas du tout, évidemment. Hein. La deuxième méthode, qui est, à mon sens, beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus intéressante, hein, c'est d'explorer pas à pas la question de la vie dans les systèmes exoplanétaires. Alors, il faut relativiser notre capacité à traiter cette question, puisque nous n'avons encore que des idées incroyablement vagues sur la manière dont la vie est apparue sur notre propre planète. Et puisqu'on est sur ce sujet, je vais dire quelques mots de cette discipline qu'on appelle aujourd'hui l'exobiologie. Si vous pouvez baisser un peu la lumière. Hein, ou astrobiologie, les deux termes s'utilisent. Alors, c'est très intéressant d'étudier l'apparition de la vie sur notre propre Terre, d'abord parce qu'on n'en sait pas grand-chose, et ensuite parce que ça peut nous guider dans la recherche de la vie ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'il faut chercher à observer pour avoir des indices qui soient concluants sur la possibilité d'un système exoplanétaire ou d'une exoplanète donnée ou de Proxima b. Comment chercher la vie? Donc, évidemment, on ne peut pas s'avancer au hasard. Hein. Alors, on a beaucoup appris, mais on a encore beaucoup d'inconnus sur l'apparition de la vie sur notre propre planète. J'ai essayé de résumer ici un document qui vient d'un long rapport qui s'appelle European Astrobiology Roadmap. C'est-à-dire, c'est le plan de travail de l'astrobiologie européenne, tout laboratoire et tout pays confondus, pour les 10 ou 20 prochaines années. Quels sont les problèmes à résoudre dans le détail pour répondre mieux à cette première question sans s'occuper d'exoplanètes? Et il y a énormément d'interrogations. Alors voilà ce qu'on sait aujourd'hui. À droite, les caractéristiques du vivant, à gauche, les caractéristiques de l'environnement dans lequel ce vivant apparaît. Alors vous retrouvez deux flèches aux extrémités. Le premier, c'est la complexité du vivant qui va croissante, et à gauche, l'habitabilité de l'environnement. Il est évident que pour nous, que pour la vie, si l'environnement, il n'y a que du magma à 1500 degrés, ce n'est pas très habitable, hein, ou que des très hautes pressions au fond des océans, encore qu'on ait trouvé une vie primitive. Alors, si on regarde nos connaissances sur l'environnement, très rapidement résumées, hein, vous voyez une chose qui est très remarquable, c'est que le moment de la formation du système solaire, c'est-à-dire à peu près il y a 4 milliards 600 millions d'années, est un moment après lequel il s'est passé un grand nombre d'événements très importants, à la fois dans le système planétaire solaire, et ça, nous le confirmons par l'étude des exoplanètes, où nous voyons que le premier million d'années après l'allumage de l'étoile,
presque tout est déjà fabriqué. Ça ne dit pas que ça n'évoluera pas par la suite, mais les planètes se forment extrêmement vite. Et je peux revenir plus longuement avec des images magnifiques tout à l'heure sur ce problème de la formation, si ça vous intéresse. Donc très vite, vous voyez là, moins de 10 millions d'années après, on voit la migration des géantes gazeuses. Le Soleil, à cette époque-là, est 30% moins brillant qu'il n'est aujourd'hui. Ça a un impact évidemment sur la température de la Terre et sur son climat. Les planètes telluriques se forment très vite, à peu près 30 millions d'années après les géantes. La Lune se forme, pour autant qu'on en soit convaincu aujourd'hui, également très rapidement. Et l'atmosphère primitive de la Terre est une atmosphère dominée par l'hydrogène moléculaire, évidemment l'hydrogène étant le plus abondant dans le gaz primitif. La Terre se refroidit, le magma se solidifie, les océans apparaissent dans une forme très différente de celle d'aujourd'hui, et l'atmosphère va évoluer à cause de l'évolution des roches vers une atmosphère où domine le dioxyde de carbone et l'eau. Et là, on est à peu près 200 millions d'années après la formation. Et puis, il y a deux événements très importants qui vont marquer l'habitabilité. C'est le dernier grand bombardement météoritique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit plus de météorites sur la Terre, on en reçoit encore aujourd'hui, mais la phase de grand bombardement, celle qui a marqué la surface de la Lune et qu'on peut voir en regardant celle-ci se lever, va cesser d'intensité. Et la grande oxydation, c'est-à-dire l'apparition synchrone de l'apparition de la photosynthèse, qui va enrichir l'atmosphère en oxygène et changer les propriétés chimiques de l'atmosphère avec, de façon concomitante, la baisse de la composition en méthane. Donc on passe d'une atmosphère, pour parler en termes de chimie, essentiellement réductrice, à une atmosphère oxydante. Et c'est arrivé à la surface de Mars, parce que si Mars est rouge, c'est parce que le fer de la surface a été oxydé par un oxygène qui a bien dû être présent à un moment ou l'autre, sans nécessairement être associé à la vie. Mais ça, c'est une question qui reste ouverte. Alors, à droite, vous avez l'évolution de la vie qui va vers la complexité, avec deux moments qui sont entre 3 milliards et 4 milliards d'années. 3 milliards 600 millions à peu près, c'est celui le plus ancien où nous ayons l'évidence directe de la vie, à cause des stromatolites dans les terrains anciens, notamment en Australie, mais il y a eu d'autres lieux depuis. Et puis, vers 4 milliards d'années, il se pourrait qu'on ait des évidences de vie, mais parce qu'on a des terrains auxquels on peut accéder, mais on ne les a pas encore aujourd'hui. Et c'est évidemment une époque de photosynthèse anoxygène. Et alors, en dessous, vous avez l'habitabilité, c'est-à-dire que la Terre, puisqu'on a trouvé des bactéries extrémophiles dans le fond des océans, on sait que certaines bactéries résistent à des très basses températures, à des pressions élevées, alors il n'est pas impossible que l'habitabilité ait existé plus tôt. La vie n'est pas inconcevable, ce qui laisse entièrement ouverte la question de savoir sous quelle forme elle pouvait être à cette époque très ancienne, et si éventuellement ces formes primitives, qu'on appelle parfois Unique Last Common Ancestors, ce qui ne veut pas dire University of California at Los Angeles, mais UCLA, Unique Common Last Ancestors, c'est-à-dire avant que tout évolue, y avait-il un ancêtre primitif et où se situe-t-il dans cet arbre? Et puis vous voyez ensuite, évidemment, l'apparition de la photosynthèse, l'apparition des êtres multicellulaires jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cette problématique de la vie qui est mal comprise, mais dont la compréhension est tout à fait essentielle pour pouvoir avancer sur la question de la vie dans les exoplanètes, dont nous pouvons également dire quelques mots. Mais avant de ce faire, je voudrais
détailler un tout petit peu cette roadmap, parce que ça vous montre aussi comment la recherche dans un grand domaine, avec une multitude de questions ouvertes, essaie de s'organiser, sachant qu'il faut construire des équipements, des laboratoires, fabriquer des équipes pluridisciplinaires. Ce sujet est à l'évidence pluridisciplinaire, avec des géologues, des biologistes, des informaticiens, des astronomes, des chimistes, bien entendu. Donc tout ça demande à être organisé de façon internationale, d'où l'idée de faire une roadmap et de définir des grands champs de recherche qui, au bout de 20 ou 30 ans, pourront sans doute, dans ce domaine, nous éclairer. Vous voyez, et le titre des champs sont intéressants. Le premier, origine et évolution des systèmes planétaires. Donc là, on s'intéresse simplement aux systèmes planétaires exoplanétaires, mais qui nous disent beaucoup sur la façon dont notre propre système planétaire s'est formé, et donc les conditions de l'habitabilité, par exemple. Deuxième sujet, l'origine des composés organiques dans l'espace, c'est-à-dire des composés que le nuage primitif, ce que Pierre-Simon de Laplace appelait la nébuleuse planétaire et qui porte toujours ce nom, du système solaire, permet de considérer comme la soupe primitive à partir de laquelle des réactions chimiques plus élaborées vont se produire. Donc c'est un immense domaine où il y a beaucoup de chimie, bien entendu. Troisième sujet, très nouveau, celui-là, l'article de présentation souligne que pour ce sujet qui apparaît aujourd'hui comme extrêmement important pour la problématique du vivant sur Terre, il y a eu très peu de travaux jusque-là. C'est de considérer trois constituants qui étaient présents, on le sait, c'est-à-dire les roches, qui sont des silicates principalement, l'eau, on sait qu'elle était là, mais dont on sait le rôle tout à fait particulier en chimie, et puis les éléments carbonés, qui sont également très abondants dans le milieu interstellaire, on le connaît depuis assez longtemps, et qui sont aussi, évidemment, à la base de toute l'organisation du vivant par les molécules liées au carbone. Donc comment est-ce que cette chimie, cette éventuellement biochimie ou pré-biochimie peut fonctionner? Voilà un très grand domaine de recherche qui est, comme l'indique son nom, Steps to Life, c'est des étapes vers la vie qui peuvent nous éclairer. Le quatrième sujet reprend une fois encore cette notion d'habitabilité, ce n'est pas habiter, mais habitabilité, la vie et l'habitabilité, parce que peut-être dans cette recherche, il est trop réducteur de considérer qu'il faut nécessairement de l'eau liquide entre 0 et 100 degrés et une pression de 1 atmosphère pour que la vie puisse se développer. Peut-être que peut-être l'eau liquide est une vraie condition, mais peut-être qu'elle peut être sous pression et beaucoup plus chaude, comme on voit dans les océans. Peut-être que des formes pré-vie peuvent se développer sous forme dans un milieu gazeux, ou solide. Peut-être des bactéries peuvent se développer, on en a trouvé dans des roches. Donc toutes ces questions de l'habitabilité sont très importantes. Le cinquième sujet est essentiel pour l'observation des systèmes exoplanétaires, mais en retour, cette étude peut nous parler, c'est les biosignatures. Est-ce que dans l'observation de la lumière que nous recevons d'un système exoplanétaire, est-ce qu'on peut détecter des signes, puisque nous n'avons pas d'autre information que la lumière, même si on se rapproche de Proxima b avec une webcam, est-ce qu'il y a des signes qui sont sans ambiguïté, c'est-à-dire qui ne sont ni de faux positifs, qui nous amèneraient à conclure qu'il y a de la vie alors qu'il n'y en a pas, ni de faux négatifs, qui nous amèneraient à conclure qu'il n'y a pas de vie alors qu'il y en a. Donc il faut qu'on trouve des signes qui, de façon univoque, ne soient pas, nous permettent d'affirmer que tel système exoplanétaire a un certain stade ou n'a pas d'évolution de vie. Donc c'est très important et c'est très difficile. Donc d'où sa place dans ce diagramme. Donc vous voyez que ceci dessine le panorama de la recherche
Alors peut-être qu'il y aura des choses tout à fait inattendues qui ne sortiront pas de ces catégories, hein, on l'espère, hein. Mais ce qu'on n'aura certainement pas, c'est ce qu'on a eu en allant voir le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014, c'est-à-dire en se posant dessus, et on n'aura pas ça sur une exoplanète. Mais par contre, on peut l'avoir dans notre système solaire, donc parmi les stratégies d'observation que le diagramme précédent propose, eh bien certaines, et non des moindres, visent à une analyse plus fouillée de la surface de Mars et de sous la surface. D'autres océans liquides, par exemple, sur Encelade, hein, et une mission éventuellement qui aille examiner dans l'océan liquide présumé sur ce satellite la composition. Et donc il y a beaucoup d'exploration, la recherche de vie ou de pré-vie dans notre système solaire est loin d'être terminée par le fait qu'on ait plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui sur Mars, il n'y a pas d'organisme vivant. On va plutôt tendance. Voilà, je m'arrête là pour la vie pour le moment. Eric Westhoff. Oui, ce n'est pas tout à fait la vie. Mais sur les milliers d'exoplanètes que tu as décrites, combien ont une atmosphère et dans celles qui ont une atmosphère, combien ont de l'eau dans l'atmosphère? C'est très difficile de répondre à cette question pour la raison suivante. Il y a des biais considérables il y a des biais considérables d'effets de sélection. Si on veut faire des statistiques, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population des exoplanètes. Alors, les 3500 donnent aujourd'hui un échantillonnage raisonnable de diversité d'étoiles. Vous avez vu, on a trouvé une naine rouge tout à l'heure. Il y a des étoiles très brillantes, A, B. Il y a des étoiles comme le Soleil, G. Donc, on a un bon échantillonnage de la diversité des étoiles, ce qui est déjà une chose importante, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Deuxièmement, on a en revanche un biais considérable sur la masse des objets et sur la distance à l'étoile. Donc, c'est très difficile d'affirmer quoi que ce soit de statistique. J'ai montré tout à l'heure les deux pics, Terre et Neptune. Comment se passe le côté extrême, l'observation ne nous permet pas de l'affirmer. Mais on a un autre outil qui est la simulation de la formation des exoplanètes, que je vais essayer de vous présenter maintenant rapidement. Et ceci peut nous dire, alors à partir de calculs qui reposent sur la physique essentiellement, la dynamique, la thermodynamique, peut nous dire si je pars d'un nuage, quelle proportion de gros objets, de moyens objets, de petites terres, de poussière je vais fabriquer à la fin de l'évolution du nuage. Et ça nous dit qu'il doit y avoir effectivement des pics et que les objets de petite masse vont être très abondants. Donc il y aurait beaucoup plus de terre en proportion que celles qu'on a découvertes aujourd'hui. Mais spéculation. Donc la réponse à ta question, c'est statistiquement sur l'ensemble, le résultat n'est pas mince puisqu'il nous permet de dire qu'en moyenne, toutes les étoiles d'une galaxie ont une planète. Alors c'est quand même saisissant ça. Alors c'est en moyenne. Et comme il y en a beaucoup qui en ont 5 ou 10, ça veut dire que si vous choisissez votre étoile favorite dans le ciel, vous ne pouvez pas affirmer qu'elle a une planète. Mais ça veut dire que le phénomène exoplanète est un phénomène standard dans l'univers. Et s'il est standard dans notre galaxie, au moins pour les galaxies qui lui ressemblent par l'histoire, l'âge, l'évolution, la composition, il y en a beaucoup, il est standard pour ces autres galaxies. Principe copernicien, nous n'avons rien de singulier dans l'univers. Or, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 100 milliards de galaxies. Donc, le phénomène exoplanète est un phénomène universel. Et tout ce que nous découvrons, nous n'avons rien découvert jusqu'ici qui nous dise le contraire. Ce qui était encore une spéculation il y a 15 ans. Alors,
je vous ai aussi montré le petit volume exploré autour du Soleil. Il est bien peu probable que ça soit très différent autour d'une autre étoile que le Soleil, principe copernicien à nouveau. Oui. Oui, si l'on parvient Complément trouver... à la question d'Éric très rapidement, oui. Est-ce que la base statistique dont tu disposes te permet de dire quel est le nombre de planètes qui sont dans la zone habitable? Alors, je vais revenir, avant de te répondre, peut-être qu'il y avait... Je voudrais revenir sur le processus de formation. Peut-être, monsieur, oui, vous aviez une autre question directement sur ce que je... Oui, alors, si l'on parvient à trouver des petites bactéries fossiles sur Mars ou sur d'autres planètes, est-ce que ça ne va pas nous aider à trouver l'explication du mystère de la vie au fond des océans? Il y a 3,8 milliards qui reste toujours un mystère, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Des interrogations, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y en a beaucoup, puisqu'on ne sait pas comment ces bactéries extrémophiles se sont constituées et se retrouvent là. Tout ce qu'elles nous disent, et c'est très important, c'est que la vie peut exister, et pas seulement survivre, mais se développer pendant des milliards d'années dans des conditions extrêmes. C'est tout ce que nous savons. Maintenant, au-delà, je préfère le mot interrogation au mot mystère, que je réserverai pour d'autres problématiques. Hein. Mais les interrogations sont totales. Alors, pour dire quelques mots qui va nous permettre d'aborder la question de la formation, je vous montre ici une simulation numérique, donc ça c'est de l'ordinateur, hein, dans lequel on part d'un nuage interstellaire. Alors il est très grand devant les échelles dont nous avons parlé, il est très grand, il est très massif. Il fait 500 fois la masse du Soleil, donc il y a beaucoup d'hydrogène là-dedans, c'est essentiellement de l'hydrogène. Et il est très grand puisque il va nous amener à des échelles qui sont de l'ordre de l'unité astronomique à la fin. Mais vous voyez ici, la taille de ce carré, c'est 82 000 unités astronomiques. Voilà. Alors là, nous avons figé le temps et voilà l'aspect au départ. C'est une sphère de gaz et on est à l'instant 0. Le temps va s'écouler en haut à droite. Et nous allons simplement lancer la physique, c'est-à-dire que ces petites particules de matière, qui sont des atomes d'hydrogène ou des grains de poussière, on va les laisser évoluer presque exclusivement sous l'effet de la gravitation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez qu'au début, ça perd son homogénéité, mais très rapidement, la gravitation construit des zones beaucoup plus denses, en jaune, que le reste du nuage. C'est simplement par le fait que ces objets s'attirent entre eux, et dès qu'il y a un centre qui, par hasard, est un peu plus massif que son voisin, il a tendance à prendre la matière autour de lui. Alors on peut tourner autour, et il s'est écoulé ici à peu près 100 000 ans, 171 000 ans, et on va faire maintenant un zoom pour aller voir de plus près ce qui se passe à une échelle différente. Voilà, là on est à 200 000 ans, on tourne autour, et... faisons un zoom, et maintenant la taille du carré, c'est 5000 unités astronomiques. Ça, c'est la taille du grand système solaire, hein, jusqu'au nuage de Oort. Et vous voyez qu'il se forme très rapidement, 200 000, 210 000, 220 000 ans, il se forme des petits disques qui sont en rotation, naturellement, puisque le disque est dû à la rotation du nuage, et puis des objets, des globules qui sont plus ou moins éjectés, qui sont des étoiles, tout simplement. Et que certains de ces disques continuent, se forment, ont une structure, en voilà un en bas à droite. Hein. On est maintenant à 250 000 ans, et on va regarder ce disque de plus près. Vous voyez, il fait, le voilà en rotation, hein, et c'est là que se forment les planètes autour de l'étoile centrale. Alors il peut lui arriver toutes sortes d'aléas dans cette simulation numérique, il peut disparaître ou subsister. Voilà. Alors, en quoi est-ce que la réalité ressemble-t-elle à cette simulation? Eh bien, d'abord, est-ce qu'il existe des nuages dans le milieu interstellaire qui ait ce genre de propriété? Oui, on en connaît beaucoup. En voilà un, il s'appelle Messier 16. Il a donc été observé, c'est une nébuleuse de notre galaxie, observée par l'astronome Messier il y a presque 2 siècles.
donc tout à fait visible, là photographié par le télescope Hubble. C'est de la poussière et du gaz, il y a beaucoup de poussière, vous voyez que ça obscurcit la lumière qui vient de l'intérieur. Mais si on regarde à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des disques comme celui-là. On trouve des disques. Ceci est une simulation et les disques se forment avec des tailles qui sont de l'ordre de celles du système solaire. Bon, c'est toujours une simulation. Alors, est-ce qu'on en a en vrai? Eh bien, la réponse est oui. Alors, il faut que je les retrouve. Voilà. Alors, on est dans... Donc, le disque, cherchons les disques, puisque la simulation, la physique, nous dit qu'il précède la formation de l'étoile et de la planète. Alors, on va chercher des disques, et tout de suite, je vous montre un système exoplanétaire qui est bien, comme le système solaire, formé d'un disque. Toutes les planètes sont dans le même plan. Alors, dans la diversité, il faut reconnaître que certains systèmes ont toutes les planètes dans un plan, puis il y en a 2 ou 3 qui ont des orbites qui ne sont pas du tout dans ce plan. Et comme ça choque quand même beaucoup la mécanique, eh bien, on imagine que ce sont des planètes qui ont été capturées par l'étoile ultérieurement, après la formation du système. Enfin, voilà un bel exemple de système planétaire, Kepler 11, qui a la taille de notre système solaire et qui est, comme lui, dans un disque. Alors, voilà le schéma maintenant un peu plus élaboré que la simulation, qui est celui classique de la formation d'une exoplanète autour d'une étoile et d'une étoile. Vous voyez le nuage en haut à gauche, tel que celui que je vous ai montré. Le temps s'écoule très vite, on l'a vu, quelques dizaines, centaines de milliers d'années au plus. Le nuage forme un disque et éjecte de la matière et l'étoile est déjà formée. En bas à gauche, encore quelques millions d'années au plus, et il apparaît dans le disque des sillons. C'est le calcul qui nous dit ça. Pourquoi? Eh bien parce que pour former la planète, il faut que s'agrègent ces petits planétésimaux, comme on les appelle, qui sont des poussières de l'ordre du millimètre. Ce sont celles qui font les anneaux de Saturne. Donc nous connaissons un disque de poussière avec les anneaux de Saturne, et dont la température est basse, simplement parce qu'elles sont assez loin de l'étoile et que c'est le rayonnement de l'étoile qui fixe la température comme il fixe la température de notre Terre. Et puis laissons passer cette fois quelques dizaines, voire centaines de millions d'années. Toute la poussière du disque disparaît, soit qu'elle était avalée par les étoiles formées, soit qu'elle ait été soufflée par la pression de radiation de l'étoile désormais très brillante qui a regagné les 30% qui lui manquaient au départ. Et il reste les planètes, c'est un système planétaire tout formé. Alors, ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est ce qu'on observe. Voilà le disque que je vous ai déjà présenté de Beta Pictoris, qui est l'un des tout premiers, c'est peut-être même le tout premier qui a été observé. Ici, c'est une image du film que je vous ai montré. Vous voyez la planète qui est cette fois légèrement au-dessus de l'étoile masquée, comme toujours. Et puis on a masqué la région centrale du disque pour mieux faire ressortir le faible rayonnement infrarouge qui sort des parties les plus froides, donc les plus loin de l'étoile. Et vous voyez ici une capacité de l'optique adaptative combinée à une autre technique qu'on appelle la coronographie, qui a été inventée par un autre membre de cette académie, l'astronome Bernard Liot, dans les années d'avant et d'immédiate après-guerre, et qui a été d'abord utilisée pour l'étude du Soleil et qui l'est maintenant de façon intensive pour l'étude des exoplanètes. Alors voilà un disque, oui, ça c'est la planète, vu de profil, en voilà un de vue de 3/4, autour de l'étoile HL Tauri, dans la constellation du Taureau, une constellation de l'hémisphère nord, pas trop loin de nous, mais tout de même 450 années-lumière. Le petit cercle tout à l'heure faisait 1000 années-lumière. L'échelle 70 unités astronomiques, vous voyez, l'orbite de Neptune, donc c'est un peu au-delà, ça c'est très bien. Et ici, une observation en ondes millimétriques par le radiotélescope ALMA au Chili. Et alors c'est magnifique, parce que, pour deux raisons.
D'abord parce que l'étoile qui est au centre, on peut la dater, elle est extrêmement jeune, à peine plus d'1 million d'années. Donc le disque s'est formé très vite, comme le modèle de simulation le prévoyait. Deuxième chose, les sillons sont là. Ils sont tous là. Il y en a 7 ou 8, suivant la manière dont on les compte. Hein. Il y en a qui sont près de l'étoile, il y en a qui sont loin. Ceux qui sont près de l'étoile, vraisemblablement, ont formé des planètes de petite masse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière, le rayon est petit. Hein. Celles qui sont loin, mais il y a plus de matière, la surface du micro-sillon, si je peux dire, du sillon augmente beaucoup, et on peut donc former des planètes géantes. Et ça, d'ailleurs, ça nous renvoie à une grande discussion qui a eu lieu après la découverte, je vous le rappelle, de Major et Queloz en 1995, où la planète, on avait sa masse, c'était au moins 4 fois la masse de Jupiter, et on avait sa distance à l'étoile, c'était le 20e de la distance de la Terre au Soleil. Mais comment est-ce possible? On savait bien qu'il y avait les simulations ne permettaient pas de former un objet aussi massif, ceci le montre, aussi près de son étoile. Donc il y avait dû se passer quelque chose. Et maintenant, le phénomène des Jupiters chauds est très largement connu et documenté, et l'explication qui a été donnée, et qui d'ailleurs avait été publiée, sans que beaucoup y croient, avant la découverte de 1995, c'est que ces grosses planètes gazeuses se forment loin de l'étoile, mais qu'elles migrent. Elles sont capables de migrer, c'est-à-dire de perdre du moment cinétique par friction entre la planète déjà formée et le résidu de gaz, que nous voyons ici très bien, du disque protoplanétaire. Et évidemment, cette friction va faire tomber la planète vers l'étoile. Elle va perdre de l'énergie, donc elle va tomber. C'est exactement le même phénomène qu'un satellite autour de la Terre qui, peu à peu, frottant sur les couches supérieures de l'atmosphère, va tomber et finalement brûler. Voilà. Alors voilà un disque magnifique, protoplanétaire. Mais en voilà un autre. Hein. Celui-ci, c'était H.L. Tauri. Non, ceci est encore H.L. Tauri. Donc, je vous ai montré ceci pour que vous voyez le radiotélescope. 64 antennes qui mesurent les ondes lumineuses entre 0,5 mm, 0,4 mm de longueur d'onde et 2 mm, qui se trouve à 5100 mètres d'altitude, à la frontière chileno-argentino-bolivienne, dans un site d'une beauté incroyable, photographié ici la nuit, avec la Voie lactée. Évidemment, c'est l'hémisphère sud, et vous savez que c'est l'hémisphère sud. Pourquoi? Quelqu'un peut dire pourquoi on sait qu'on est dans l'hémisphère sud? Qu'est-ce qu'on voit? À la Croix du Sud, moi je ne la vois pas là. Non. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Là, à gauche. C'est le nuage de Magellan. Donc c'est une galaxie proche de la nôtre, mais qu'on ne voit pas dans notre hémisphère nord, mais qui est tout à fait visible dans l'hémisphère sud. Il y a, en fait, il y en a deux. Il y a le grand nuage et le petit nuage qui est un peu plus loin. Voilà. Alors voilà un disque, hein. Mais en voilà un autre, très spectaculaire, parce que celui-là, il est vu exactement de face, donc c'est toujours le hasard. L'étoile TW dans la constellation de l'Hydra, hein, qui a 8 millions d'années. Hein, et il se trouve que c'est aujourd'hui le disque le plus proche du Soleil. Hein. Donc, je n'ai pas noté la distance là, et je ne la sais plus par cœur. Je crois que c'est... non, je ne sais plus. Alors, il a pu être observé par ALMA à 1 mm de longueur d'onde, mais on l'a observé aussi avec le nouveau système d'imagerie sur le VLT qui est construit essentiellement à l'Observatoire de Grenoble et à l'Observatoire de Meudon avec une collaboration allemande qui s'appelle SPHERE, qui a été construit dans cette seconde génération d'instruments destinés à étudier les exoplanètes. Alors vous voyez, ici on a la partie centrale du disque, hein, et l'échelle ici, c'est une unité astronomique. Vous voyez le petit trait que j'ai reproduit ici en noir, c'est une unité astronomique.
Donc si le Soleil était là, la Terre serait ici. Donc ceci est très remarquable comme performance instrumentale. L'instrument du sphère, du VLT, nous permet maintenant, au moins sur ce disque, de regarder la formation des exoplanètes pendant ces 8 millions d'années. On pense donc qu'elles sont là. Alors reste à les trouver. Évidemment, on va les chercher dans les gaps, hein, dans les trous ici, entre... alors ce n'est pas facile. Voilà un exemple, hein, qui a beaucoup fait parler quand il est sorti en 2008 avec une autre étoile qui s'appelle Fomalhaut. Et on a dit, on a trouvé une exoplanète qu'on a appelée exoplanète B. Alors il y a aussi une trace du disque très très belle ici. Vous voyez qu'il est vu exactement de 3/4 ici. La planète était 2 fois la masse de Jupiter, d'après les déterminations. Et on a même pensé qu'on la suivait d'année en année. Donc, vous voyez ici les points, avec ici sa position 2012. Il y a maintenant des doutes sur l'interprétation. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une exoplanète ou simplement c'est presque plus intéressant d'ailleurs de penser que c'est quelque chose d'intermédiaire, un nuage de gaz et de poussière qui est intermédiaire entre le disque lui-même et la planète déjà formée, une espèce de bulle de gaz et de poussière. Voilà. Mais c'est un très bel exemple. Voilà encore un autre exemple de disque, MWC 758, toujours avec sphère sur le VLT, toujours l'équipe de Grenoble, toujours dans l'infrarouge, et cette fois en lumière polarisée, qui nous renseigne sur, beaucoup plus précisément sur la nature des grains de poussière. Et alors, ce qui est très joli dans cette observation, on est toujours dans des échelles, vous voyez, 40 unités astronomiques. Ce qui est très joli, c'est qu'on voit ces spirales. Or, ces spirales sont prédites par les modèles numériques de formation, d'évolution des disques protoplanétaires. Donc, c'est une très belle confirmation par Myriam Bidesti et son équipe. Alors, il y a confirmation, mais il y a aussi des mystères. Alors, je vais vous en montrer un parce qu'il n'est absolument pas résolu. C'est un disque à nouveau qui est vu par la tranche autour d'une étoile qui porte le nom de AU dans la constellation AU. Les étoiles qui ont des noms avec des lettres, c'est des étoiles variables, ce qui rend encore plus compliqué la détection des exoplanètes d'ailleurs. Et elle est dans la constellation du Microscope, qui est une constellation de l'hémisphère sud. Elle est à 32 années-lumière, donc elle n'est pas très loin de notre système solaire. Alors, le disque a été observé par le télescope spatial Hubble. On a vu qu'il était par la tranche. Tout ça a donné des résultats très intéressants. Ici, vous avez le diamètre de l'orbite de Neptune, à 60 unités astronomiques. Donc, on est bien. L'étoile est évidemment cachée par un coronographe, indispensable pour ne pas être ébloui. Voilà. Donc, il y a eu toute une série d'images qui ont déjà montré qu'il semblait y avoir une certaine évolution dans le disque. Mais alors, le résultat le plus spectaculaire, c'est celui obtenu avec l'optique adaptative de sphère, c'est cette image en bas, où on a vu sur le disque des espèces de propagation qui durent quelques jours d'ondes, comme des vagues. Alors les voilà vues de plus près. L'étoile est évidemment cachée, ça c'est les résidus du fait qu'on l'a cachée de façon qui n'est pas absolument parfaite. Et puis voilà les vagues. Alors, est-ce que c'est de la matière qui se propage le long du disque? Est-ce que c'est donc pas de matière, mais simplement une onde, comme une vague sur l'océan? On ne sait pas. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que c'est général? Est-ce que ça joue un rôle dans la formation ultérieure des planètes? Bon, toutes ces questions sont ouvertes. Voilà pour la formation et le rôle des disques. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Vincent Courtillot, mais tu en as sûrement une autre, parce que tu as toujours des questions, puisque tu es scientifique. Non. D'autres questions de ce côté de la salle? Oui. Monsieur, numéro 1, numéro 2. Marqueurs d'activité biologique. Il y en a un que paraît suggérer l'histoire de notre propre planète, c'est la présence importante d'oxygène dans l'atmosphère. Alors, est-ce que ça a vraiment le statut d'un marqueur d'activité biologique, cette présence d'oxygène?
Et si oui, est-ce qu'on sera bientôt capable de détecter une telle présence d'oxygène sur des exoplanètes de type Terre? Tout à fait. Alors, la réponse est oui, parce que c'est la première réponse qui a été dite. Si sur la Terre, vous avez un bouton qui vous permet d'éteindre la photosynthèse du vivant, l'atmosphère terrestre va perdre son oxygène en oxydant tout ce qu'elle peut oxyder. Et ça, assez rapidement, peut-être 100 000 ans ou moins. Donc, on peut penser a priori que la présence d'oxygène est un marqueur évident. La difficulté de la détection, c'est que l'oxygène est une molécule symétrique, O2, et que sa signature spectrale est extrêmement minime. En revanche, s'il y a de l'oxygène O2 et qu'il y a une étoile brillante, qui a du rayonnement ultraviolet, elle va fabriquer de l'ozone, comme dans notre atmosphère, et qui est d'ailleurs une couche protectrice du vivant une fois qu'il est apparu. Donc cet ozone, lui, est très facile à détecter. Donc dès qu'on a pu faire des spectres d'atmosphère, on a cherché l'ozone. On ne l'a pas trouvé pour le moment, on continuera à le chercher. Ceci dit, il ne faut pas que ce soit un faux positif. Et on est peut-être moins sûr aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années du fait que tout ozone signerait la présence de vie. Donc voilà, c'est pour ça que les explorations de physico-chimie que j'indiquais au début, tout à l'heure, sont très importantes. Quels autres marqueurs peut-on imaginer? Alors, peut-être des marqueurs indirects, c'est-à-dire, par exemple, la présence de l'eau, sur lequel que j'ai déjà mentionné avec la question d'habitabilité. Alors, peut-être je peux montrer quelque chose à ce propos, en précisant cette idée d'habitabilité. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Donc, supposons que la présence d'eau est nécessaire. Pas forcément suffisante pour l'apparition de la vie, mais supposons qu'elle est nécessaire. Alors, il va être logique de s'intéresser aux exoplanètes qui ont de l'eau, et plus encore à celles qui ont de l'eau liquide, puisque l'eau liquide permet une rapidité d'échange et de catalyse entre éléments chimiques et molécules beaucoup plus importante à cause de la densité que le gaz, et beaucoup plus importante à cause de la mobilité des molécules que le solide. Donc c'est assez logique de s'intéresser à l'eau. Alors regardons un système planétaire comme celui qui a fait beaucoup parler de lui et qu'on a appelé le système trappiste. Alors pourquoi trappiste? Vous savez qu'en Belgique, il y a une bière qui s'appelle la bière trappiste, et que c'est une bonne bière, et que le système a été découvert par une équipe d'astronomes de Liège. Donc, ils ont appelé leur publication trappiste, l'équipe de Michael Gillion à Liège. Et alors, ce qui est très remarquable, c'est que on a évidemment ces énormes instruments qui coûtent fort cher et qui nous permettent de faire les images de disques que je viens de montrer. Mais eux, ils ont travaillé avec des tout petits télescopes, 60 cm. En gros, c'est la taille d'un amateur qui aujourd'hui n'a même plus besoin d'être fortuné. Il y a peut-être dans cette salle des amateurs qui ont un télescope de 60 cm. Alors, ils en ont mis dans des endroits exceptionnellement transparents, l'un au Chili près d'un télescope de l'ESO et l'autre au Maroc, dans l'Oukmaïden, près de Marrakech. Ils ont automatisé ces télescopes pour que ça coûte moins cher et que les observations soient faites à distance. Et ils ont utilisé la même méthode que Kepler, dont le télescope n'est pas beaucoup plus grand que cela, à savoir les transits. Et évidemment, ils ont pointé leur télescope chaque nuit vers des milliers d'étoiles. Et comme on sait que la période des transits pour les planètes proches de l'étoile est de quelques jours, parfois de quelques heures, eh bien, il suffit de répéter l'observation dans des périodicités de l'ordre de plusieurs nuits ou quelques semaines au maximum, et on va avoir
s'il existe, le phénomène caractéristique du transit, c'est-à-dire cette diminution périodique de la lumière de l'étoile. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert, à peu de frais, mais avec beaucoup d'astuces et une qualité expérimentale remarquable, le système TRAPPIST-1. Alors le voilà, le TRAPPIST-1. Évidemment, les détails sur la surface des planètes sont imaginaires, mais la taille relative est correcte puisque c'est d'un transit. Donc on les voit toutes passer les unes après les autres devant leur étoile et on peut déterminer leur diamètre donc, et les placer évidemment sur l'orbite en fonction de la période. Non, je ne vais pas parler de ça. Ce que je voulais... c'est pas ça. Voilà. Alors, voilà, avec un peu plus de détails, le système de TRAPPIST. Hein. Vous voyez les planètes et vous voyez qu'on sait beaucoup de choses sur elles. On connaît leur période de quelques jours à une vingtaine de jours. On connaît leur distance à l'étoile. Elles sont très près de l'étoile, ce qui rend la détection beaucoup plus facile. La plus lointaine est 20 fois plus près de l'étoile que la Terre, 0,06 unités astronomiques. On a leur rayon, très comparable à celui de la Terre, et on a leur masse, hein, qui est donnée par la dernière ligne. Alors, maintenant, on connaît aussi évidemment très bien l'étoile, donc on peut placer un système planétaire comme le système Kepler, bon, sur ce graphique, ou le système TRAPPIST, par rapport dans ce graphique où en ordonnée nous avons l'étoile. Alors plus elle est massive, plus elle est lumineuse, ou plus sa température de surface est élevée. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Donc vous avez des grosses étoiles brillantes et des petites étoiles moins chaudes et moins brillantes. Et puis en abscisse, on a la distance à l'étoile. Si on est très près de l'étoile, l'eau, s'il y en a, est sous forme vapeur. Si on est très loin, elle est sous forme glace. Et entre les deux, elle est sous forme liquide. À 0 degré si on est le plus loin, à 100 si on est le plus près. Et puis après, elle s'évapore ou elle se cristallise. Donc ça définit une bande pour une étoile donnée, et puis la position de cette bande est d'autant plus proche de l'étoile que celle-ci est moins lumineuse. Donc ça donne cette bande verte que vous voyez. Et maintenant, quand on découvre une exoplanète, il suffit de mettre la position de son étoile en ordonnée, la distance à l'étoile en abscisse, et puis on saura tout de suite si elle est dans une zone où il y a de l'eau liquide ou pas. C'est cette zone qu'on appelle la zone habitable, qu'on considère comme un critère de l'habitabilité. Voilà un autre graphique, mais il dit à peu près la même chose. Il est un peu plus complet, vous voyez, puisqu'il nous dit qu'il y a un phénomène additionnel qui peut réchauffer une exoplanète, et c'est le cas dans notre système solaire, c'est la chaleur interne. Cette chaleur interne a deux sources possibles. Elle peut venir de la radioactivité résiduelle des éléments encore radioactifs, l'uranium en particulier, que contient le noyau de la planète, et on sait que ça contribue à un flux de chaleur vers l'extérieur pour la Terre. Elle peut aussi venir, et c'est plutôt le cas pour les planètes gazeuses comme Jupiter, du fait que la planète n'a pas fini de se contracter sur elle-même. Hein. Ce mécanisme qu'on appelle d'accrétion, c'est-à-dire de formation d'un globule à partir d'un grumeau initial, est contrôlé par la gravitation et il est freiné par la friction du gaz. Et donc, dans une planète gazeuse, l'effondrement et la stabilisation du diamètre ne va pas être instantané. Et Jupiter, au bout de 4,5 milliards d'années, n'a pas terminé ce processus. Il y a toujours un effondrement gravitationnel de Jupiter qui fait que le rayonnement infrarouge que Jupiter envoie dans l'espace, dû à sa chaleur interne, je ne parle pas de la lumière solaire qu'il réfléchit, eh bien, est pour... alors je crois 40% ou 30%, je ne me souviens plus du chiffre exactement, dû à la transformation d'énergie gravitationnelle potentielle en énergie radiative qui chemine dans la planète par conduction ou par rayonnement et puis qui en sort sous forme radiative. Voilà, il nous reste 3 minutes, donc on peut avoir 3 questions facilement. Monsieur, oui, je ne vous ai pas donné la parole. Bonjour. Je voudrais savoir en quelle mesure le placement d'un occulteur en face d'un télescope spatial pourra améliorer la détection d'exoplanètes.
Excusez-moi, je voudrais savoir dans quelle mesure le placement d'un occulteur devant un télescope spatial pourrait améliorer la détection des exoplanètes. Oui. Alors vous avez vu qu'à plusieurs reprises, je vous ai montré des images en disant que l'étoile avait été cachée par un coronographe. Coronographe, inventé donc par Bernard Liot, c'est un petit disque, mais c'est un peu plus compliqué que ça, qui masque l'étoile et qui laisse passer la lumière de ce qu'il y a autour, exoplanète ou disque de poussière. Hein. Mais en fait, ce disque lui-même diffracte la lumière de l'étoile, qui est très importante, donc il faut prendre des étapes suivantes pour se débarrasser à nouveau de cette lumière de diffraction. C'est ce que Liot a mis en œuvre. Voilà, alors on a appliqué la coronographie à l'étoile, mais le fait que le disque soit dans l'instrument est évidemment dommageable, parce qu'on maîtrise mal la diffraction. Au fond, les rayons lumineux vont avoir la même trajectoire pratiquement que les rayons des objets autour de l'étoile. Donc l'idée, comme monsieur vous venez de le dire très justement, c'est de se débarrasser de cette proximité en disant je prends un télescope qui n'a pas de coronographe, mais je vais mettre le disque très loin. Hein. Très loin, ça veut dire à quelques kilomètres du télescope. Et je vais être dans l'espace. Évidemment, on ne peut pas faire ça dans l'atmosphère de la Terre. Donc ça met en jeu ce qu'on appelle la navigation spatiale en flottille, c'est-à-dire on aurait deux satellites, l'un qui porte, qui est l'observatoire, qui porte le télescope, les détecteurs, la radio, etc. Et puis un second qui est tout simple, qui est un disque dont le diamètre va être calculé pour être juste un masque qui va cacher l'étoile et pas gêner l'observation de ce qu'il y a autour. Hein, et qui va être maintenu en position par un asservissement, par laser ou autre. Donc cette navigation en flottille a été récemment démontrée par l'Agence spatiale européenne et sera d'ailleurs, pour faire un tout petit écho à la question concernant les ondes gravitationnelles et au 5 à 7 qui sera sûrement consacré un jour, hein, sera la base d'une mission spatiale qu'on appelle ELISA, pour l'étude des ondes gravitationnelles. Mais, comme dit l'autre, ceci est une autre histoire. Voilà, donc ça se fera un jour, certainement. Pierre, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Il est 7 heures et ben voilà. je pense que... Merci.